Bon, je suis heureux de donner ce premier webinaire-là avec le CS MoCA. Je crois que c'est effectivement non seulement une question d'enjeu et d'importance quant au sujet de la transition écologique. Je pense également que je vais réussir à vous convaincre aujourd'hui sur le fait que c'est également une opportunité pour les commerces alimentaires d'améliorer leur propre performance. Donc, pour nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire d'ailleurs à tous les jours chez Maillon Vert, c'est vraiment d'aider à créer des effets positifs, autant pour les entreprises, les organisations qui entament la transition écologique, que finalement les effets positifs aussi pour la société puis la planète de manière globale. Je me présente, Marc-André, fondateur de Maillon Vert. On est une des plus vieilles petites boîtes de conseils, en fait, qui ont vu le jour là, au Québec en termes de développement durable. Donc, j'ai fondé Maillon Vert en 2012. J'ai travaillé déjà activement depuis quelques années. Puis, en fait, c'était vraiment une transition de carrière. Moi, je suis professionnel de la santé comme tel. Je suis pharmacien. Donc, je travaillais en pharmacie à travers le Québec. J'ai travaillé dans environ 150 pharmacies. Mais à travers cette expérience-là, j'ai eu à être en contact avec beaucoup, à la fois de commerce alimentaire, j'étais aussi dans les hôtels, donc je faisais du remplacement. Donc, tout ça m'a donné une panoplie, en fait, de réalités, de contextes, à la fois régionaux, à la fois par rapport aux entreprises et beaucoup dans toute la famille du commerce. Suite à cette expérience-là, j'ai voulu accompagner justement les entreprises à faire mieux, puis à adopter réellement les pratiques en développement durable, mais de manière concrète et non pas seulement de manière, disons, théorique. Donc, c'est finalement ce qui nous anime à tous les jours. On est une petite boîte conseil chez Maillon Vert, puis ce qu'on fait, c'est on essaie de faire passer de l'intention à l'action. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, certainement que vous avez une intention ou minimalement une curiosité. Puis, j'espère que suite au webinaire, on va pouvoir au moins générer quelques petites actions à votre niveau. Juste deux petits mots pour expliquer davantage à qui vous avez affaire. On accompagne toutes sortes d'organisations et des entreprises. Une de nos grandes forces, c'est sur les approches sectorielles. Donc, souvent, on va collaborer justement avec des acteurs d'écosystèmes, comme aujourd'hui avec le CSMOCA, mais je sais qu'il y a parmi les participantes là, aussi une personne de Horticompétences avec qui on a collaboré également, donc dans des approches sectorielles au niveau de l'agriculture, pas de l'agriculture, de l'aménagement paysager, par exemple, et des jardineries. On travaille aussi avec Détail Québec, avec le CQCD au niveau du commerce de détail. Donc, on a plusieurs approches sectorielles, puis on aime travailler avec les personnes de l'écosystème. Il y a une personne de PME Montréal aussi, Centre-Ville aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est des collaborations qu'on aime bien animer. Reste qu'au quotidien aussi, on travaille directement avec des petites entreprises, avec des entrepreneurs, avec leurs équipes pour réellement les accompagner, eux, à mettre en place là, des bons gestes, des bonnes pratiques. Donc, c'est ce qu'on aime faire, travailler à la fois sur la stratégie, je dirais, un petit peu plus systémique, puis après ça, sur la prise en charge là, vraiment concrète sur le terrain. Donc, aujourd'hui, c'est un peu de ça que je vais vous parler. À l'heure du jour, c'est certain que je vais commencer avec une plus grande introduction sur qu'est-ce que ça veut dire, le développement durable, c'est quoi le lien, disons, entre le commerce alimentaire puis la transition écologique, le développement durable, c'est quoi les freins, c'est quoi les opportunités, donc de manière un petit peu plus globale. Puis ensuite, dans le webinaire, on va aller de manière plus concrète dans des applications pratiques. Puis on va s'inspirer à la fois de ce qu'on fait de bien, par exemple, ici au Québec, puis d'autres types d'inspiration à l'international. Je vais finir là, avec comment bâtir un petit plan d'action, évidemment, très rapidement. Je le dis, ça pourrait être l'objet d'un séminaire, hein, donc on pourrait faire un week-end complet sur le sujet. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments. Donc, mon objectif, là, c'est de vous donner une espèce de portrait global
Et vous, de votre côté, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une posture où vous allez faire du pick and choose un peu à l'intérieur de ça, voir les éléments qui résonnent pour vous, voir les exemples que vous dites, ah, il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça, je pourrais peut-être pousser ça ou bien en parler avec mon équipe. Donc, c'est vraiment cette posture-là. Donc, prenez votre papier, votre crayon, notez-vous des choses et comme vous allez recevoir la présentation après, ben, voyez-le aussi comme une ressource que vous allez pouvoir continuer à consulter là, pour continuer à vous inspirer. On va donc passer. Développement durable, je vais commencer avec un petit Mentimeter. Je vous partage ça. J'aimerais simplement vous entendre sur qu'est-ce que c'est pour vous, le développement durable. Donc, on a un petit Mentimeter ici. Vous avez deux choix, hein? Soit que vous allez dans votre browser, vous écrivez menti.com, puis ensuite, vous allez entrer le petit code que vous voyez là, ou encore, ben, avec votre téléphone, vous pouvez plutôt scanner le code QR, puis ainsi, ça va vous amener directement au petit quiz. Donc, simplement répondre qu'est-ce que ça veut dire pour vous. On va prendre une petite minute, on devrait avoir un nuage de mots là apparaître. Donc, il nous reste quelques petites réponses à rentrer. Mais j'aime ça déjà. Donc, je vois que vous êtes inspiré en ce matin. J'apprécie beaucoup cette inspiration. Donc, soutenable pour la planète, pérennité, on a les générations futures, le futur, la responsabilité, l'environnement, l'engagement. J'aime beaucoup ce que je vois. Des fois, j'ai un nuage de mots qui est beaucoup plus, je dirais, micro, hein, avec vraiment des choses comme voiture électrique ou bien encore déchets. Là, on voit qu'on a une source d'inspiration, on pense au futur. Donc, c'est parfait. Ça entame très bien la conversation. Je vais retourner ici. Donc, effectivement, ça veut dire toutes ces choses-là. Le développement durable. Moi, j'aime bien présenter là, la version très classique, là, conventionnelle du développement durable, celle que même qui date de 1987, où il y a eu un certain consensus à travers ce qu'on appelle le rapport Brundtland sur le fait que le développement durable, en fait, on veut allier à la fois l'environnement, l'économie, la portion sociale, puis une version inspirationnelle, puis je l'ai beaucoup vu dans le nuage de mots, c'est le fait que ben, on veut un développement qui peut à la fois répondre à nos besoins actuels, mais également qui ne nuit pas aux prochaines générations de répondre aux leurs. Puis pour nous, cette triple performance-là, c'est quelque chose qui est très intéressant, en fait, parce que souvent, on perçoit le développement durable, souvent comme surtout ou presque uniquement relié à l'aspect environnemental. Et deuxièmement, ben, il y a aussi le stéréotype du développement durable en entreprise, qui est le fait que j'aimerais ça le faire, mais ça va me coûter trop cher. Ou bien encore, ben, je suis une business, je dois générer des profits aussi, c'est dans ma nature, et donc, c'est peut-être pas pour moi. Mais comme tel, même dans la définition, il y a cette conciliation-là entre la performance environnementale, la performance économique, et au final, ben, on se rappelle que tout ça fait en sorte aussi que ben, on améliore également de manière plus systémique là, ben, la société. Il y a plein de terminologies et donc plein de jargon également qui se développent autour de ce concept-là. Donc, évidemment, moi, je vais souvent parler de développement durable, mais on peut parler de responsabilité sociale d'entreprise, de RSE. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ESG, environnement, social, gouvernance, l'économie circulaire, c'est un terme qui est très fort actuellement, l'action climatique, l'économie verte ou bien la transition socio-écologique ou écologique. Vous m'avez entendu dire transition écologique aussi. Donc, pour moi, à la fin de la journée, tous ces termes-là, ils ont chacun leur approche, leur angle un peu, puis peut-être leur portée respective. Mais à la fin de la journée, on est sur le même type de pratique. Donc, en entreprise, souvent, ben, on va arriver sur les mêmes pratiques. Il y a peut-être un terme qui va avoir un aspect un peu plus environnemental que social, un autre qui va être plus sur la reddition que sur l'action, mais au final, donc, moi, mon conseil, c'est
prenez le terme qui résonne pour vous. Puis à partir de là, faites-vous-en pas avec la terminologie puis le jargon. Tout ça, ça s'applique quand même dans votre contexte. Le développement durable et le commerce alimentaire, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, encore une fois, pour vous continuer, on va continuer à s'inspirer. Je vous pose la question, en fait, là, à quel point le commerce alimentaire et le développement durable sont intimement reliés. Donc, vous avez un petit slider en bon français que vous pouvez tout simplement indiquer. Puis comme ça, ben, on a une idée de pour vous, là, puis pour tout le monde. Je vois que les 12 personnes, vous êtes encore connectés. Donc, ça devrait être assez facile. Là. Vous n'êtes pas obligé de répondre 5, hein, je vous le dis. Là. Donc, on laisse quelques personnes supplémentaires répondre. Je vous remets le petit code. Donc, c'est bon, on a quand même le 2 tiers qui ont répondu. Donc, on est à 4,6. Bien, évidemment, ça m'enchante de lire un résultat comme celui-ci. Et c'est peut-être aussi ben, un symptôme du fait que vous vous retrouvez à ce webinaire-ci. Effectivement. Donc, il y a une grande relation entre les deux. Moi, je vais vous donner une statistique parce que je ne veux pas vous inonder de statistiques aujourd'hui, mais une statistique sur cette relation-là, c'est que les systèmes alimentaires comptent quand même pour le tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, automatiquement, on le sait, en tant que commerce alimentaire, ben, on fait partie de cette chaîne-là. Et donc, ben, on a aussi un grand effet de levier, en fait, possible. Donc, une grande influence. Mais l'influence, elle n'est pas seulement, dans le fond, du commerce vers l'empreinte environnementale, par exemple, ou climatique. C'est aussi le fait qu'on est présentement dans des grandes tendances, des grands mouvements qui sollicitent notre commerce de toutes sortes de manières. Donc, à la fois, ben, les gouvernements ont des règlements, des lois. Vous avez peut-être vu là, à l'actualité là, que le gouvernement fédéral a réitéré le fait que ça a été passé en cours, le fait que la réglementation sur les plastiques à usage unique était maintenue. On a également, ben, dans l'écosystème du commerce alimentaire, toutes sortes d'acteurs, d'actrices, d'organisations qui se mobilisent envers cette thématique-là. Parfois plus fortement, parfois plus timidement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une mobilisation de manière générale, ce qui veut dire qu'on va ressentir aussi de plus en plus de pression. Et par ailleurs, ben, il y a de plus en plus de commerces alimentaires aussi qui s'engagent. Donc, il y en a certains qui vont se positionner directement dans leur raison d'être, dans leur modèle d'affaires avec le développement durable. Puis, il y en a d'autres qui vont adapter de plus en plus leurs offres pour également répondre à ça. Et puis finalement, ben, les grandes enseignes également se mobilisent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle comme telle. Donc, les grandes chaînes et bannières, je sais qu'on a des gens de métro, de IGA aujourd'hui, par exemple, ben, se mobilisent aussi sur toutes sortes de programmes. Donc, parfois au niveau plus du siège social ou bien du corpo, parfois au niveau également des magasins. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de pression aussi de la part, par exemple, à la fois des membres, à la fois des actionnaires pour mieux se positionner. Donc, tout ça fait en sorte que ben, le développement durable, c'est rendu aussi une pratique d'affaires qui est vraiment incontournable. Cela dit, c'est pas très facile toujours de savoir par quel bout s'y prendre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de défis, là, puis je vais passer rapidement parce que vous les vivez, ces défis-là. Il y a le manque de temps. Donc, on manque de temps pour se poser la question puis faire nos recherches. Le manque de connaissances aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi vraiment une bonne pratique? Comment je pourrais appliquer telle ou telle pratique à mon contexte? C'est pas prioritaire, donc vous jonglez avec
toutes sortes de défis. Les pratiques éco-responsables, c'est un enjeu, c'est une opportunité, mais après ça, il y a toutes sortes d'autres de défis au quotidien. Donc, on le sait, hein, souvent en commerce alimentaire, on est aussi en train d'éteindre des feux. Il y a une perception d'augmentation de coûts, donc le fameux stéréotype dont je parlais tout à l'heure, ou de complexité. Ça va être trop compliqué, trop d'étapes pour arriver. Puis finalement, ben, on a l'impression des fois que aussi, ben, l'offre ne répond pas nécessairement à la demande, donc on est limité dans nos choix. À l'inverse, ben, c'est certain aussi qu'on peut voir tout ça comme paradoxalement des raisons d'implanter davantage de meilleures pratiques parce que le développement durable peut aussi être une opportunité pour résoudre certains enjeux. Il y a des grands enjeux de main-d'œuvre actuellement dans l'écosystème et ça a été bien étudié dans la littérature que les entreprises qui se positionnent davantage au niveau de la responsabilité d'entreprise vont avoir une plus grande facilité à mobiliser au niveau des ressources humaines. Donc, meilleur recrutement, ils vont avoir moins de fatigue aussi des équipes de manière générale. L'instabilité de l'approvisionnement, ben, aussi peut apporter, puis ça, on en a entendu énormément parler hein, dans la dernière année, peut apporter aussi des incitatifs à mieux se positionner. Puis finalement, ben, les réglementations également. Donc, au lieu d'avoir une posture qui est toujours, dans le fond, réactive, on attend que la réglementation soit mise en vigueur, pas juste annoncée, mais mise en vigueur avant de s'adapter. Mais si déjà on est plus en avant de la parade, ça fait en sorte que quand les réglementations arrivent, nous, on était déjà prêts, en fait, de ce côté-là. Il y a une pression de la clientèle, donc je ne lirai pas toutes ces statistiques-là, vous pourrez aller les reconsulter par la suite et il y en a une panoplie d'autres parce qu'il y a des études qui sortent presque à tous les mois sur le sujet et sur les grandes tendances du marché. Mais ce qu'on sait, c'est que la grande majorité des personnes veulent à la fois des entreprises qui représentent davantage ces valeurs-là et à la fois des offres également qui répondent à ces valeurs-là. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment aussi une possibilité d'avoir un meilleur positionnement compétitif. Tout ça, moi, je résume ça en fait en quatre grands pôles de bénéfices là, pour un commerce alimentaire. Le premier, c'est au niveau de la gestion RH, comme on en parlait tout à l'heure. Ça peut vraiment être un atout clé dans votre marque employeur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très bien développé et qui va vous améliorer en termes de performance. La deuxième, c'est au niveau des dépenses. Donc, c'est certain que toutes sortes de pratiques, dont certaines dont on va discuter aujourd'hui, qui peuvent être reliées à de la diminution des postes de dépenses clés. Donc, énergie, au niveau des transports, au niveau des emballages, des fournitures également. Ça, c'est des postes de dépenses. Là. Donc là, on peut avoir des réductions qui sont très faciles à comptabiliser, puis qui vont être récurrentes aussi à chaque année, une fois qu'on a mis en place, par exemple, une mesure de réduction. Au niveau de l'image, la différenciation compétitive, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des milieux, en fait, qui sont très compétitifs. Hein? On a de la concurrence, on a de la difficulté parfois à vraiment se différencier de notre concurrence. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Puis, vous avez un secteur où les gens sont un peu plus volatiles que dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que la clientèle peut se déplacer d'un commerce à l'autre de manière plus facile, je dirais. Donc, tout ce qui a lieu à l'image, c'est quelque chose qui peut être mis de l'avant, très intéressant au niveau concurrentiel. Puis, finalement, la résilience, donc j'en parlais, notamment au niveau des réglementation, mais sur toutes sortes de choses, on crée des entreprises qui sont plus résilientes là, à moyen et long terme également. Donc, les trois premiers, c'est plus même à court terme qu'on a des opportunités puis des bénéfices. Celui-là, un petit peu plus à moyen et long terme. Donc, c'est certain que quand on cumule tout ça, on voit que c'est une stratégie d'affaires. Et nous, c'est comme ça qu'on essaie de l'apporter, comme une stratégie d'affaires, en fait. Là. Les entrepreneurs le savent, hein, la plupart le savent. Il y a vraiment, puis moi j'ai vu l'évolution aussi au courant des 10 dernières années en termes d'intention de passer à l'action. Après, dans le passage à l'action, il reste encore un nœud qui est le fait qu'on veut le faire, j'aimerais ça, avoir des meilleures pratiques. Je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Et je ne suis pas certain que j'ai le temps. Puis je ne suis pas certain que ça va être profitable pour ma business. Donc c'est un peu ça qu'on veut résoudre là, ensemble.
Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, de qu'est-ce qu'on peut faire dans un commerce alimentaire pour adopter des meilleures pratiques et améliorer sa performance. Donc, un dernier petit meter, je vous repartage ça ici. On s'en va à la diapo suivante. Puis, je vous remets là, pour ceux qui ont peut-être perdu, là, des fois, là, on ferme son onglet, ceux qui ont peut-être perdu le petit lien. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un commerce alimentaire peut faire? Donc, vous pouvez en écrire, dans le fond, n'importe quelle idée de ce qu'un commerce alimentaire peut mettre en place pour améliorer là, son impact environnemental ou social. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être les deux. Alors, je trouve ça intéressant à se numériser. D'ailleurs, le CS MoCA ont fait un grand portrait de la maturité numérique dans le secteur. Donc, ça, c'est une source super intéressante également si on veut aller de ce côté-là. Je vais réduire ça pour qu'on voit mieux. Donc, les emballages qui reviennent, emballage, déchets, banque alimentaire, donc pour le gaspillage, les surplus, les emballages recyclables aussi. Fait que là, on voit que la thématique des emballages, c'est quelque chose qui, avec notamment, c'est sûr, depuis les réglementations, ça a élevé beaucoup là, la conscience, je dirais, puis cet enjeu-là, ça c'est certain. Gestion des inventaires, beaucoup, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre peut-être ailleurs? Éco-circularité, OK, donc on est comme dans l'économie circulaire, super intéressant. Puis le côté local, la date de péremption, donc ça c'est bien parfait. Ça nous donne des bonnes inspirations. On voit qu'il y a beaucoup de focus qui est sur vraiment l'aspect alimentaire. C'est normal, c'est ce que vous faites et également, c'est là où sincèrement la grande majorité de votre empreinte environnementale est. Donc, ça, c'est certain. Il y a aussi d'autres aspects. Donc, ça, c'est une vulgarisation. Donc, c'est vraiment des principaux axes qu'on peut adopter là, en transition. Nous, c'est notre manière de le rendre un peu plus digeste parce que comme tel, on pourrait exploser ça en 26 ou 45 axes. Là. Mais donc, il y a la portion de l'engagement qui est plus comme comment on se structure, comment on adopte, par exemple, vraiment un plan d'action, donc de passer d'une posture où on fait des petits gestes à gauche, à droite, à une posture où on réfléchit, puis on se dote d'un plan d'action, puis d'une stratégie, si on veut, pour, même si c'est juste pour le court terme, mais au moins quelque chose d'un peu plus tangible. Toute la portion des aliments locaux, évidemment, ça, c'est quelque chose de super important. Après ça, il y a d'autres critères aussi d'approvisionnement qu'on va voir ensemble aujourd'hui sur la manière d'acheter de manière plus responsable au-delà du local. La réduction à la source, c'est sûr que c'est une thématique là, qui est au cœur de l'enjeu. Puis, il y a plusieurs des commentaires ou des exemples que vous avez donnés qui sont dans cette thématique-là. Le bâtiment, le transport, donc au final, c'est très relié à l'énergie comme telle qui génère aussi une empreinte très importante. Il y a toute la portion sociale. Donc, dans la portion sociale, on peut intégrer à la fois, par exemple, l'implication communautaire, on peut intégrer la santé, la bien-être des équipes, on peut intégrer également les thématiques ou les sujets liés à l'équité, diversité, inclusion. Donc, ça, c'est un volet qui hyper riche et qui peut être exposé en toutes sortes de thématiques. Puis finalement, le climat, en fait, c'est souvent au final, c'est les autres pratiques qu'on a sur le pôle environnemental qui vont venir avoir un effet positif sur également notre indicateur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le climat, c'est la portion au final, mais c'est comme si on ramenait les efforts environnementaux à l'indicateur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être super intéressant, évidemment. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces éléments-là, en fait, simplement pour pouvoir rentrer dans notre temps. Puis, je vais vous donner toutes sortes de petits exemples. Donc, là, si vous ne l'avez pas fait encore, quand je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est vraiment le temps de sortir votre papier et votre crayon parce que vous allez voir qu'on va dérouler plusieurs exemples de bonnes pratiques pour l'ensemble de ces thématiques-là. Voilà. On commence avec les aliments locaux et circuits courts. C'est pas pour rien que je commence par ça. C'est parce que depuis un an, c'est devenu comme une thématique très, très importante. Ça l'est depuis longtemps, en fait, depuis aussi longtemps que moi, je m'intéresse au développement durable. C'est une thématique qui est toujours au cœur des préoccupations, je dirais, dans
le commerce de manière générale, c'est certain que là, ça a une saveur d'autant plus importante là, dernièrement. Donc, dans les actions concrètes, il y a toute la portion des produits régionaux, de développer l'offre, puis des sections dédiées, puis ensuite, bien, les circuits courts, comme on les appelle, puis pouvoir y aller dans des circuits encore toujours plus courts. Je vais quand même faire un petit aparté, parce que c'est intéressant. La semaine dernière, il y avait Guillaume Mathieu de Bouillon qui donnait un webinaire sur vraiment la force ou bien l'importance de l'achat local au Québec basé sur des dernières études, donc dans leur état des lieux 2026. Donc, c'était tout frais, là, comme en fait, je pense que comme tel, leur propre document n'est même pas encore sorti. Et puis, ce qu'on voyait, c'est que dans le local, et je trouvais ça très intéressant, évidemment, c'est des produits alimentaires qui remportent le niveau d'importance au cœur, dans le fond, des Québécois et des Québécoises. Donc, ça, c'est le pourcentage de personnes qui disaient, pour moi, ça, c'est très important. Puis les produits alimentaires, puis les boissons alcoolisées venaient loin devant les autres types d'achats. Donc, on voit que c'est une thématique qui est particulièrement intéressante là, pour vous. Pourquoi? Puis ça me revient souvent. Souvent, on me dit, ben, les statistiques nous disent qu'ils veulent acheter local, mais au final, ben, c'est pas ça, moi, que je perçois vraiment dans mon commerce. Là. On dirait que ça n'augmente pas tant que ça. Puis effectivement, là, si je me souviens bien, les statistiques, c'est que il y a eu une bonne augmentation. Là. Ça a augmenté là, en un an d'à peu près 8 à 9 si je me souviens bien, là, sur les achats locaux. Donc, c'est une augmentation qui est très importante hein, comme telle. Puis dans les motivations, c'est peut-être ça que moi, je vous invite aussi à aller étudier, c'est que au-delà de simplement dire, ben ceci est local, qu'est-ce qui motive les gens? C'est quoi la motivation derrière l'achat local? C'est peut-être là-dessus qu'on devrait axer nos communications en tant que commerce. Donc, ce qu'on voit, il y a beaucoup le soutien à l'économie, les producteurs d'ici, encourager les entreprises locales, mais après ça, il y a aussi l'aspect comme vraiment, on a l'impression qu'on achète quelque chose de plus grande qualité quand on est dans le local. Donc, c'est des aspects qui sont super importants aussi en termes de motivation. Puis finalement, ce qu'on voit, c'est que ça, il y a eu un petit shift là, dans le sens que pour la grande majorité des gens, local, ça veut dire Québec, mais on a beaucoup de gens qui nous disent, ben moi, il faut que ça soit très local pour que ça veuille dire local, il faut que ça soit de ma région, hein, 30 du monde. Puis à l'inverse, il y a maintenant plus de monde qu'avant qui nous disent, ah, moi, tant que c'est au Canada, c'est bon, c'est local également. Donc, on peut travailler sur ces trois types de paliers-là. Et puis, ça, je vous rassure parce que je voyais, là, on a des gens, je pense, de Cap-de-Madeleine, de la Chute, tout ça. Donc, en région, c'est aussi très fort. Donc, autant dans les centres urbains qu'en région, il y a une importance qui est très, très haute là, au niveau de l'achat local. Les motivations, par contre, ce que vous voyez en bas ici, ça sont un peu différentes. Donc, encore une fois, si vous avez à adapter certaines campagnes de communication, vous pouvez aller utiliser ce type d'indices-là pour avoir des messages qui sont un peu plus percutants et qui vont rejoindre davantage vos cibles. Donc, il y a les aliments du Québec, mais il y a plein. Hein? Il y a le regroupement des tables de concertation bioalimentaire qui répertorient en fait là, plein de programmes de produits très, très locaux. Donc, quand on est dans le régional. Et ça, pour moi, ça, c'est des partenariats comme super intéressants ou bien encore, c'est des marques à mettre de l'avant, des marques de reconnaissance à mettre de l'avant dans vos commerces. Là. Puis, il y en a bien partout hein, au Québec. Donc, que vous soyez n'importe où, bien, vous pouvez aller chercher cette marque de reconnaissance-là, puis peut-être travailler aussi des offres en fonction de ça. Je vous donne des exemples là, ailleurs. Donc, en France, c'est quelque chose qui est très fort, en fait, qui a été beaucoup développé. Puis, ce qu'on voit, c'est que les enseignes ont leur propre programme, mais après ça, même dans un commerce, sous une enseigne, bien, ils vont mettre de l'avant eux, ce qui est encore plus local, plus régional. Puis, ils vont faire des petites communications qui ont pas nécessairement, là, ils n'engagent pas une firme marketing pour les faire, là, donc ils les font maison, mais ils mettent de l'avant vraiment des personnes, des producteurs locaux. Et ça crée à la fois un sentiment d'appartenance très fort, ça génère aussi des ventes, mais c'est quelque chose qui est très fort. Hein. Ici, on ne se pose pas la question, là, c'est marqué France en gros
sur l'étiquette de produit. Donc, on ne se pose pas la question d'où ça vient. Et puis, bien évidemment, qu'il y a aussi des enseignes plus grandes là, qui font ce type de campagne-là. Mais pour moi, ce que je veux vous amener surtout, c'est à quel point que vous, à votre contexte, pourriez développer des petites campagnes là, qui sont vraiment pour votre commerce. Dans les circuits toujours plus courts, c'est un peu difficile en épicerie. Il y a des défis. Mais encore là, on peut peut-être sortir en dehors de la boîte, contacter des organisations comme Arrivage, par exemple, qui font vraiment du lien entre des producteurs et puis des lieux de vente ou de consommation. Donc, c'est des choses à explorer là, de ce côté-là. Également pour avoir des circuits encore plus courts ou parlant de en dehors de la boîte, bien là, ça, c'est un exemple d'un circuit très, très, très court. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, là, mais c'est un exemple qui reste très inspirant. Là, Frais du Toit du IGA du chemin, donc qui ont le plus grand potager là, bio là, sur un supermarché, sur le toit d'un supermarché. Donc, c'est intéressant. J'entendais l'entrevue, c'est 44 marches là, à descendre. Donc, ça, c'est certain que c'est quelque chose de super intéressant et inspirant. Maintenant, au-delà du local, qu'est-ce que ça veut dire l'approvisionnement responsable? Et puis, c'est qu'il n'y a pas que le local sur lequel on peut miser. Il y a toutes sortes d'autres aspects, critères. Je vous donne des exemples là, en termes de critères. Nous, on vulgarise en fait l'achat responsable, là, donc l'approvisionnement responsable, en 5 types de critères là, clés. Là. Donc, il y a la provenance, il y a l'engagement du fournisseur, donc le fournisseur lui-même, quel type de pratique met en place. Il y a la fin de vie puis l'utilisation. Ça, comme tel, ça va être plus au niveau des autres types, donc dans le non alimentaire, ça va être applicable. Tout l'emballage. Donc, comment le produit est emballé, puis finalement, les matières premières ou bien encore les ingrédients. Donc, dans tous les produits transformés, par exemple, on peut aller jusqu'à vraiment les ingrédients pour voir qu'est-ce qui fait plus de sens. Là. Donc, ça, c'est 5 grandes catégories de critères. Puis après ça, ça peut s'appliquer à n'importe quoi que vous achetez ou que vous offrez. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur l'emballage, il y a le Drive Tout Nu, le Super Tout Nu en France, là, qui est un supermarché, mais qui s'est complètement dédié dans leur modèle d'affaires. Ce n'est que du vrac. Ce qui est vraiment intéressant de leur côté, c'est la récurrence. Donc, quand on offre ce type de produit-là dans leur vrac ou bien leur système de vrac aussi qu'eux-mêmes ont développé, ça fait en sorte que les gens reviennent. Donc, on diminue beaucoup cette volatilité-là au niveau des consommateurs. Donc, ça, c'est un exemple qui est super inspirant. Évidemment, c'est un exemple extrême, mais quand même. Puis sinon, dans l'offre alternative, on voit que selon le baromètre de l'action climatique, on a quand même 4 Québécois sur 10 là, qui nous disent qu'ils veulent diminuer leur consommation de viande. Peut-être qu'en janvier, on était peut-être à 8 sur 10, là, puis après ça, au courant de l'année, ça diminue avec les bonnes résolutions. Et il y a, par exemple, la chaîne Lidl en Allemagne là, qui veulent diminuer seulement, en fait, ils veulent que leur ratio de protéines végétales versus protéines viande d'ici 2030 soit de 80 à 20 donc diminuer seulement à 20 leur offre de protéines viande. Et puis, ils ont actuellement des ventes comme super intéressantes là, grâce à leur programme. Là. L'achat responsable, je vous le dis, ce n'est pas juste pour ce qui est alimentaire. Donc, pensez aussi à tous vos autres achats là, non alimentaires, voire même des achats internes et dans les services également. Donc, tous les critères que je vous ai énumérés, le producteur, où il est localisé, donc dans vos services également, mais c'est des choses que vous pouvez faire là. Donc, réfléchissez également à votre offre non alimentaire à ce niveau-là. Réduction à la source, donc tout ce qui est déchets. Donc, ça, on en a parlé, on se l'est dit, c'est un enjeu qui est vraiment top of mind dans votre secteur. Donc, il y a la question de la lutte au gaspillage alimentaire. Donc, si vous n'avez pas déjà des programmes ou bien encore des initiatives à ce niveau-là, je sais que maintenant, c'est rendu assez monnaie courante, mais il y a toutes sortes de projets possibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a de plus en plus aussi qui vont faire des alliances vraiment plus locales au niveau de la lutte au gaspillage alimentaire, que ce soit dans du don, d'en trouver des bouchées avec leur surplus. Il y a la transformerie aussi qui peut vous accompagner si vous voulez aller plus loin dans votre
dans la diminution du gaspillage alimentaire avec du service conseil. Mais ça, c'est certain que c'est un exemple où on peut aller très, très loin. Donc, si ce n'est pas déjà en place, vous pouvez mettre en place. Si vous avez déjà, par exemple, une application pour les surplus, mais vous pouvez aller encore plus loin pour réduire ou bien encore trouver des alliances plus locales pour vos surplus. Et au niveau des emballages, il y a tout frais sorti, là, un guide de l'emballage réutilisable là, qui a été fait par Cambium, La Vague également. Qui veut comme un guide. Ils ont fait des tests terrain sur toutes sortes d'emballages réutilisables. Je vous encourage à aller regarder ça. C'est super intéressant. Je peux vous dire d'avance que ce qui ressort, c'est que c'est en boulangerie puis en prêt à manger où il semble avoir des opportunités les plus faciles d'implanter le réutilisable. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Et puis, un exemple de petite épicerie qui l'a fait là, à Montréal, là, sur le plateau, là, où on a beaucoup, beaucoup de réutilisables. Puis finalement, pour les autres types de choses, si vous avez des matériels, des équipements, de l'informatique dont vous voudriez soit vous départir ou bien que vous voulez acheter, il y a la plateforme Rebond du CQCD qui est devenue comme un marketplace entre entreprises, surtout commerce, pour vendre des choses dont on n'a plus besoin ou bien qu'on a en trop grande quantité. Fait que ça, vous pourrez aller voir là, ce qu'il y a là-dessus. Le volet énergie. Le volet énergie, c'est très technique, c'est certain, c'est grand. On parle du bâtiment, on parle de tout le véhicule. Donc, cela dit, c'est des gros postes de dépenses aussi. C'est lié à beaucoup de consommation. Donc, je vous donne des petits exemples, mais les mesures d'efficacité énergétique, on ne peut pas le mentionner assez. C'est un peu ce qu'on fait en transition écologique là, depuis très longtemps, mais ça demeure quelque chose d'intéressant, je pense, parce que il y a des économies, parce que c'est plus facile de calculer le ROI sur ce type d'implantation-là. Donc, des fois, c'est rassurant aussi pour les entrepreneurs parce qu'on a vraiment de la donnée après ça qu'on peut chiffrer. Cela dit, moi, je vous dirais d'aller un petit peu plus loin que la mesure d'efficacité énergétique et de penser plutôt à votre bâtiment. Il y a beaucoup de rénovations. Hein? Vous êtes dans un secteur où quand même on rénove de manière assez régulière. Donc, au moment des rénovations, c'est à ce moment-là qu'il faut y réfléchir. Puis ça, discuter avec des experts qui s'y connaissent, qui soient accrédités LEED ou qui ont simplement beaucoup d'expérience, avec des entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience, parce qu'il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Puis juste vous dire, un bâtiment écologique, là, en moyenne, là, selon les études, coûte à peu près entre 6 et 7 plus cher, donc des rénovations 6 à 7 plus cher. Mais après ça, on va avoir un retour sur investissement de 14 à 30 Donc, c'est sûr que le ratio est super bénéfique à ce niveau-là. C'est à ces moments-là clés qu'il faut y penser. Et puis finalement, au niveau du transport, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Au niveau de votre propre livraison, par exemple, il y a les IGA qui ont toute une flotte de véhicules là, électriques. Si vous êtes dans la livraison super locale ou un plus petit commerce alimentaire, là, à ce moment-là, on peut même y aller vers la livraison en vélo cargo, par exemple. Et puis sinon, il y a certains fournisseurs aussi qui font de la mutualisation de livraison. Donc, réfléchir à ces aspects-là aussi là, de manière là, je dirais plus proactive, ça peut être intéressant. Maintenant, je vous ai donné beaucoup d'exemples, hein, peut-être trop, mais beaucoup d'exemples. Puis mon objectif, c'est justement, c'est de vous faire un peu structurer vos pensées. Quand on parle d'une stratégie durable, là, les 4 grandes étapes, là, c'est de faire un diagnostic. Qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je pourrais faire davantage? Qu'est-ce qui m'anime aussi? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Une fois qu'on a fait ça, là, on priorise, on établit son plan d'action. Pas besoin d'être super compliqué, hein, un plan d'action. Hein. Ça peut être juste comme cette année et l'année prochaine, qu'est-ce que je veux mettre en place? On discute avec l'équipe, on attribue des responsabilités, on fait de la gestion de projet, évidemment, on passe à l'action. Puis finalement, c'est très important de faire rayonner et de célébrer nos petits accomplissements. C'est très simple, évidemment, dit comme ça, mais c'est quand même cette manière-là dont il faut y penser. Je vous parle juste un instant de l'éco-blanchiment, donc parce que j'ai beaucoup de questions sur l'éco-blanchiment de la part des entrepreneurs et des gestionnaires et même de leurs équipes, c'est le fait de dire, oui, mais si je fais une action, j'ai-tu vraiment le droit d'en parler? Est-ce que je vais me faire pointer du doigt? Est-ce qu'il faut que j'attende d'être parfait
avant de pouvoir le communiquer. J'ai un fournisseur qui me dit que son produit est éco-responsable, mais comment faire pour savoir s'il l'est vraiment, en fait? Donc, il y a maintenant la loi C-59 qui est par le Bureau fédéral de la concurrence du Canada qui, qui nous qui entoure toutes les allégations, en fait, autour de l'environnement. Donc, plein de dispositions à ce niveau-là. Et je ne peux pas, là, il faudrait faire un webinaire spécifiquement là-dessus. Donc, rapidement, ce que je veux vous résumer, c'est que tout ce qu'on dit, si on amène des faits, il faut que ça soit vérifiable et de manière facile, accessible. Et souvent, l'éco-blanchiment est fait, en fait, sans vraiment le savoir. Donc, c'est parfois dans le choix des mots où les gens vont dire, ah ben, on a un produit qui est éco-responsable. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire éco-responsable? Est-ce qu'il est éco-responsable parce qu'il est dans un emballage recyclé, mais il vient, par exemple, de l'international? Est-ce que c'est éco-responsable? Donc, tenez-vous-en vraiment à des faits. Ah, ça, c'est un emballage recyclé. Ça va. Ça, on peut le dire, par exemple. Mais simplement ne pas dire que c'est un choix, par exemple, éco-responsable strictement à cause de ça. Donc, puis là, ben, il y a beaucoup de monde qui peut vous aider aussi à avoir de meilleures lunettes si vous voulez faire vos propres campagnes de communication, là, puis que vous voulez avoir des lunettes extérieures. Je vais vous laisser, moi, dans la présentation, plusieurs ressources pour aller plus loin. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a le GUTA, qui est une superbe ressource en ligne. Donc, vous avez comme plusieurs volets. Ils ont plusieurs chantiers sur lesquels ils travaillent, là, dont les gestes éco-rentables, qui est leur dernier chantier. Super intéressant, là, avec des exemples réels de rentabilité. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez aller explorer de ce niveau-là. Donc, ça, c'est plus en termes de ressources. Puis sinon, dans l'accompagnement, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans l'accompagnement, vous avez également certains programmes. Donc, si vous voulez vraiment recevoir de l'accompagnement ou de l'expertise, vous avez des programmes. Il y a le programme du CQCD PME en mouvement qui va être renouvelé cette année. Présentement, il est juste en petite pause, mais il va être renouvelé cette année. Là, vous allez avoir 15 heures d'accompagnement gratuite. Ça, c'est l'équipe de Maillon Vert qui offre ces accompagnements-là. Ça, c'est pour les commerces de Montréal. Vous avez des boîtes à outils qui sont disponibles par Evol, par exemple, sur lesquelles nous, on a contribué d'ailleurs. Puis finalement, vous avez du financement aussi par le Fonds EcoLeader. Donc ça, n'hésitez pas, même si ce n'est pas pour faire affaire avec Maillon Vert, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez me contacter. Ça me fait plaisir aussi de vous guider vers certaines ressources clés là, en fonction de vos besoins et de vos aspirations. Puis finalement, je le mentionne également, là, c'est une belle collaboration avec le Détail Québec. Là. Il y a aussi une cohorte d'accompagnement qui va être déclinée un petit peu plus tard cette année. Donc, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de Détail Québec là, ou encore nous envoyer un petit message si vous avez de l'intérêt à ce niveau-là. Donc, ça complète aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup. Donc, encore une fois, prenez le temps de digérer ça, prenez le temps d'en parler avec vos équipes. Je pense que c'est une ressource qui est super précieuse. Prenez le temps aussi par la suite de reconsulter la présentation. Et puis, on est là au CS MoCA et chez Maillon Vert pour vous aider s'il y a quelque chose et également présentement pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marc-André. Je pense que ta présentation était très intéressante, puis on comprend beaucoup mieux ce qu'est le développement durable et les nombreux avantages dans le secteur alimentaire. J'ai aussi beaucoup aimé les exemples concrets qui sont liés à notre industrie. Je pense que c'est très parlant et inspirant de voir ce qui se fait déjà, que ce soit en France ou au Québec. Pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat. Si vous en avez, je vous invite à les écrire dès maintenant dans le clavardage. Je vais laisser peut-être 1 à 2 minutes. Oui, puis si je peux, Charlotte, je vais mentionner que je vois que Véronique Marseille, j'imagine que c'est Véronique du dépanneur au Petit Castor, qui a participé à la cohorte avec Détail Québec également. Vous pourrez aller lire son petit article, un petit article également. Là, donc, oui, c'est moi. Donc, elle confirme, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que vous avez des belles sources d'inspiration ici même également. Puis elle encourage à participer. Donc, en plus, je pense qu'elle pense que c'est un très bon programme. Oui, Andrea, la présentation PowerPoint va être envoyée là, dans le courant d'aujourd'hui par courriel. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je pense que si on n'a pas de questions, on peut en conclure que la présentation était très complète, qu'elle a bien couvert l'ensemble des points essentiels en transition verte.
Mais si des questions vous viennent après à l'esprit, là, je vous invite à me les transmettre, puis moi, je vais pouvoir communiquer avec Marc-André très facilement pour vous donner réponse à vos questions. Ma collègue Janie vient de mettre dans le clavardage le lien vers notre court sondage de satisfaction. Si vous avez quelques minutes, là, ça prend 2 à 3 minutes. On aimerait beaucoup avoir votre opinion. Ça va nous aider à nous améliorer et à mieux répondre à vos besoins dans les prochaines éditions. Comme je viens de le dire plus tôt, un courriel avec la présentation PowerPoint va vous être transmise aujourd'hui. Comme expliqué plus tôt aussi, le webinaire va être disponible en rediffusion sur le site Internet. Donc, on vous invite à le partager à votre réseau et auprès de vos collègues. Donc, merci beaucoup à tout le monde, à tous les participants. On est très reconnaissants de vous avoir eu avec nous ce matin, puis on espère vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci pour les commentaires également. Oui, Très apprécié. merci.